Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Thomas. Thomas qui est chanteur, troubadour et saltimbanque, comme il se définit lui-même. Thomas est également un enfant adopté et il nous explique avec beaucoup de sensibilité ce que la naissance de sa fille lui a apporté alors qu'il, je le cite encore une fois, ne connaissait personne qui lui ressemblait. Ensemble, on parle aussi d'hypersensibilité, qui est le titre de son single que vous retrouverez dans les notes du podcast, des limites à poser en tant que parent, du rapport au sport et de plein d'autres sujets. Merci à Thomas de s'être livré et d'avoir joué le jeu. Ça donne un entretien dont je suis très fier et j'espère qu'il vous plaira. Vous le savez, si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pourrez retrouver aussi Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et bien sûr sur YouTube où vous pourrez venir mettre un petit commentaire. Je vous mets tous les liens dans les notes du podcast. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Thomas. On est avec Thomas. Salut Thomas. Salut Fabrice. Ça va ? Bah ouais, super. Belle journée. Content d'être là. Merci beaucoup de venir. Merci à toi de me recevoir, mec. Alors Thomas, on parlait un petit peu avant d'enregistrer, de commencer à enregistrer. Yes. Donc aujourd'hui, tu as 39 ans, c'est ça ? Ouais, bien, enfin dans un mois. On est le 2 juillet, donc je suis né le 2 août. Donc dans un mois, j'ai 40. Comment ça va ? Fait chier. C'est vrai, tu le vis pas bien ? Je le vis super bien, mais ça met quand même un sacré symbole, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus jamais de 3 devant un chiffre pour dire mon âge. Maintenant, ça commence la période des 4. Ou alors, 4 et quelque chose. Si on invente l'immortalité d'ici là, peut-être tu vas jusqu'à 300 ans, on ne sait pas. Ouais, moi, peut-être que je suis immortel, je ne sais pas. Ah. Peut-être que je ne le sais pas moi non plus. Je saurais que quand je vais devoir mourir, peut-être je vais faire mais je suis pas mort. Thomas, t'es chanteur ? Ouais, c'est ça, troubadour, ménestrel professionnel. Tu sors là, t'as sorti ces dernières semaines un EP un titre en fait, un single qui s'appelle deux singles, ouais. Dont un qui s'appelle Hypersensible. Exactement. Qui a fait son petit buzz sur internet. Bah ouais. Où tu parles de ton hypersensibilité. Et si t'as déconné, mon épaule c'est pas la bonne. Frérot, je suis désolé, en ce moment c'est pas la forme. À tout vouloir contrôler, eh ben je contrôle plus personne. J'ai le cœur qui fait exoner, donc je me retrouve hyper seul. Sans parachute, sans filet, sans sécu, sans gilet, rien prévu, sans regret, j'ai tout vu, rien fait. Tout bu en effet pour tenter d'oublier ce que je sais pas pardonner, ce que la vie m'a fait. Dans tes yeux je peux voir comme un effet miroir, et comme si ton histoire moi je l'écrivais. Drôle de super pouvoir, ton regard en dit long, ça peut décevoir quand ma bouche parle vrai. Oh laisse tomber moi, que mon cœur en témoigne. Je suis dans un drôle d'état, va falloir que je m'éloigne. Va falloir que je m'épargne, va falloir que je désarme. Ouais, je parle de mon hypersensibilité. Je suis accompagné d'un collègue artiste rappeur qui s'appelle Dossé. Et je pense que ça va être le titre de l'album qui va sortir avant la fin de l'année. J'ai découvert il y a quelques temps que mon super pouvoir était cette hypersensibilité. Je l'ai longtemps vécu comme un fardeau, mais c'est plus le cas. Alors, ok. Déjà, c'était quand j'ai découvert ça, ouais. Alors, c'était, on va dire, il y a un an et demi, quoi. 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était... en fait, je vais t'expliquer. Il y a quoi ? Je sors un album en 2013 qui s'appelle Chez moi, qui démarre bien, mais qui marche pas. Donc l'album se casse la gueule, moi avec. Je mets pas mal de temps à m'en remettre. Entre temps, j'écris pour pas mal de gens. Je continue à travailler, mais je suis plus sur le devant de la scène. En tout cas, j'essaye plus d'y être. Et puis je me retrouve avec une espèce de grosse dépression post-album qui marche pas, post-rupture, pré-quarantenaire, tu vois, enfin genre le truc... la totale. L'espèce de syndrome, je pense qu'on vit un peu tous les hommes quand on se retrouve un peu à un moment et qu'on fait le point. Et puis ça marche aussi, je pense, chez les femmes, 40 ans, c'est... Après, écoute, je parle des mecs parce que je connais bien. Ouais.
Mais ouais, donc je me suis reconstruit tant bien que mal pendant ces quelques années de traversée de déserts et autres plaines et vallées arides. Et à un moment, je crois que c'était vraiment au cours d'une discussion que j'ai eue avec un pote qui s'appelle Bachir, qui est le rappeur tunisiano en fait du groupe Sniper, et qui me disait mais tu penses que c'est quoi ta plus grande force quoi? Et alors moi je lui dis ouais, c'est mon savoir-faire. Un truc un peu technique quoi. Ouais, un truc un peu technique, tu sais, d'expérience, de métier et tout. Et puis il finit par me dire mais t'as rien compris en fait, c'est pas du tout ça ta plus grande force. Et de cette discussion-là, je me suis dit mais c'est vrai, t'as raison en fait, je suis un grand sensible, bon ça je le savais, mais j'ai toujours vu ça comme une faiblesse. J'allais dire une fragilité, mais une fragilité c'est bien la fragilité. Mais j'ai toujours vu ça comme une faiblesse irréversible, tu vois, irrémédiable. Et en fait maintenant je le vois plus du tout comme ça. Donc c'est compliqué pour les mecs de se coller l'adjectif. Alors déjà de sensibilité, parce que c'est pas forcément un truc qu'on souhaite venir se coller sur la tronche. Ouais. Je pense dans notre génération en plus, parce que moi j'ai 42, hein, tu vois. Ouais, donc, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Ouais. C'est peut-être plus simple pour les vingtenaires aujourd'hui qui arrivent, tu vois, et qui. Je sais pas. Je saurais pas te dire ça parce que j'ai une fille de 19 ans, donc je côtoie donc ses potes qui sont vingtenaires. Et je trouve que alors il y a des mecs qui sont très à l'aise avec leur côté féminin, hétérosexuel ou pas, hein, mais avec leur côté féminin, et il y en a d'autres qui refusent totalement cette fragilité là et qui veulent pas du tout la regarder en face. Je crois qu'en fait ça c'est un truc un peu immuable des gens quoi, tu sais. C'est ta capacité à accepter qui tu es, et puis on a tous une part de féminité en nous, comme chaque femme a une part de masculinité, ça se dit sa masculinité en elle, ouais. Et je pense que voilà, tout réside dans la capacité à se regarder en face et se dire bon bah il y a ça et qu'est-ce que j'en fais quoi. Ouais. Donc tu as mentionné que t'étais papa d'une fille. Ouais. Tu disais 20 ans, c'est ça, 19-20 ans? 19 ans, elle a eu 19 ans en mars. Ouais. Si je fais les maths, t'as donc eu ton enfant très tôt? Ouais, en tout cas par rapport à la moyenne. J'étais un sacré bébé, ouais. À 20 ans, t'imagines? Comment ça s'est passé? Alors, il y avait une pub d'Alain Chabat qui disait comment on fait les bébés? Comment ça s'est passé? Écoute, ça c'est moi, ça c'est ta mère. Je mettrai le lien dans les notes du podcast parce que si on a des auditeurs un peu jeunes qui connaissent pas, franchement, faut que t'allais capter. Faut que vous voyez cette pub. Bah oui, il est nul, hein, franchement. Tu vois, ça c'est moi, ça c'est ta mère, et hop. Mais c'est une parodie d'une pub. Pour ça m'avait tellement fait rire. Parce que en fait, tu vois le môme qui dit 100 fois mais comment on fait les bébés, comment? Et l'autre quand il en peut plus, il explique le truc, mais super hardcore. Et ça m'avait fait délirer. Comment ça s'est passé? Elle est arrivée comme ça, hein, j'avais pas prévu. Mais je déteste le mot accident parce que c'est pas pour moi il y a pas grand chose qui est un accident dans la vie. À part quand ça t'handicape ou que ça te met dans la merde, mais ce qui est absolument pas le cas pour moi. Et elle est arrivée comme ça, comme une putain de bénédiction. Ah, tu l'as. Ouais, vraiment. Je suis pas croyant, mais j'ai pas d'autres mots, quoi. Enfin, je suis pas croyant. J'ai mes croyances, on va dire, mais je suis pas religieux, mais j'ai pas d'autres mots. Mais ouais, elle est arrivée comme. Pourquoi? Il fallait, quoi. Pourquoi? Alors, moi, j'ai une histoire particulière, soit oui ou non, mais en tout cas, j'ai une histoire qui est la mienne. Mais je suis orphelin de naissance. J'étais accouché sous X. Et donc, ne connaissant pas mes origines, il y a pas grand monde, voire absolument personne de mon sang que je connais sur cette planète, à part ma fille. Donc si tu veux, à 20 ans, quand t'es en pleine crise identitaire, d'avoir la première personne qui a le même sang que toi qui arrive sur la planète, ça te fout un peu les idées en place. Tu vois, et d'un seul coup, cette espèce de recherche totale de lien à, je sais pas, à la Terre, à qui t'es, dans l'humanité, qui est... C'est plus une question, là, c'est une réponse, quoi. Donc j'ai... À partir du moment où elle est arrivée, je n'ai vécu ma paternité que comme une grande force et
Et un truc génial qui est encore plus génial de jour en jour et de minute en minute. Voilà. Tu disais que tu étais en pleine recherche identitaire quand tu avais 20 ans. Ça s'est concrétisé comment pour toi ? C'est-à-dire, la recherche identitaire, ouais, c'est ça, oui. Justement, c'est ça le truc, c'est que ça s'est pas concrétisé. C'est pour ça que j'étais en recherche. C'est-à-dire que moi, depuis que ma maman, donc j'étais adopté, j'avais 3 mois, quand ma maman m'a dit oui, alors moi je t'ai pas porté dans mon ventre, mais t'es mon fils et je t'aime, mais faut que tu comprennes que parfois y a des mamans qui peuvent pas garder leur bébé, tout ça. Moi, à partir de ce moment-là, c'est devenu un questionnement. J'avais 6 ans, tu comprends pas à 6 ans la portée de ce truc. Et petit à petit, tu te rends compte que moi, pour ma part, déjà, j'ai des parents qui sont blancs comme neige et qui sont loin d'être innocents. mais moi, j'ai le teint mat. Je suis fort basané, comme diraient mes amis de Bruxelles. Et j'ai pu le voir dans la manière des vigiles de me suivre dans les supermarchés très tôt, qu'il y avait une petite discrimination à mon égard. Et puis blague à part, je me suis très vite reconnu dans plein de communautés. Et puis alors autant chez des Maliens que chez des Tunisiens, que chez des Algériens, que chez des Latinos. Et puis à un moment, j'ai commencé à me dire, mais alors qu'est-ce que tu es toi, tu vois ? Et puis un jour, j'ai compris que j'étais métisse, certainement de plein de trucs différents. Mais j'ai compris ça, et ça m'a aidé quand même, quoi. Ouais. Revenons à ton enfant. Ouais. Comment ça se passe alors, tu disais que... Alors, ce n'est pas un accident, mais en tout cas, c'était pas forcément une enfant que vous aviez désiré ensemble. Hein. Non, c'était pas prévu. C'est des choses qui arrivent. Comment ça se passe le jour où tu apprends que ta compagne, je sais pas, est enceinte ? Alors sa maman, mes souvenirs sont très précis à ce sujet-là, et je vais décider d'être généreux et de te dire tout. Mais alors ce jour-là, elle me dit, je suis enceinte, je t'aime plus, et je vais la garder. Et je vais le garder. Donc je la prends, si tu veux, je me prends une espèce de double claque. Une claque de putain, je vais être... C'est ensemble depuis un moment ? Non, ça faisait 1 an, mais ça fonctionnait pas, quoi. On va dire que ça fonctionnait pas, qu'il y avait pas de raison pour que ça fonctionne en plus. Malgré que notre fille soit arrivée, nous, elle et moi, ça fonctionnait pas. Donc, mais c'est quelqu'un que je côtoie encore et qui s'occupe de sa fille et qui est encore présente dans ma vie, avec qui j'ai pas de soucis. Mais ouais, ça a été le moment où je l'ai appris, c'était un peu, comme on dit, sucré-salé, quoi. Tu vois, il y a le sucre de putain, je vais enfin avoir quelqu'un de mon sang. Voilà, et puis... T'as eu ça tout de suite, en fait. Ouais, l'instant même. Ok. Ouais. J'étais curieux, quoi. Ah ouais. J'étais curieux, grave. Ouais. Ok. Ouais. Comment s'est passée la grossesse ? Vous avez réussi à garder le contact à l'époque ? Oh, on s'est pas séparés tout de suite. Ok. On a quand même essayé de tenir, parce qu'on allait avoir un enfant, quoi. Donc on a essayé de tenir jusqu'à ce que ma fille... Une bonne chose en soi. Hein. Oui, voilà. Mais on s'est séparés, elle avait 1 an et demi, je crois. Ok. Un truc comme ça. La grossesse s'est passée... écoute, j'étais très présent. J'étais déjà très papa poule avant même qu'elle soit dehors, quoi. Donc, ouais, ça s'est très bien passé. Franchement. C'était assez merveilleux comme expérience de voir une femme porter la vie et de finir par qu'il y ait une 3e personne dans la pièce, là. Comment ça se passe, la découverte avec ton enfant ? Alors, j'ai refusé de couper le cordon parce que je suis un grand sensible. J'ai dit non. Je veux pas faire ça. Chacun son métier. Hein. Moi aussi, j'ai refusé. Franchement, la meuf, je lui ai dit non, c'est votre job. Ça, je peux pas faire ça. Par contre, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai donné le bain. T'as peut-être fait ça aussi tout de suite. Enfin, je l'ai lavé tout de suite. Et puis, il y a
un truc, mais si tu veux, moi, mes souvenirs sont très flous à ce moment-là. C'est un moment, je sais pas si ça te fait pareil, mais c'est très particulier. C'est que j'ai des petits flashs, mais c'était super envahissant comme émotion. Et du coup, comment dire, THC de l'époque aidant ou n'aidant pas, je pense que voilà, mes souvenirs sont un peu flous. Ne vous droguez pas avant d'aller. Non, un conseil d'ailleurs, aux on va en enfants parler après, mais moi je me drogue plus depuis longtemps et c'est très bien. N'allez pas vous droguer avant d'aller assister à l'accouchement à la naissance de votre enfant. Je t'ai dit que j'allais être sincère aujourd'hui, on va parler de tout. Ça fait quoi pour toi à ce moment-là? Alors je sais pas si tu étais déjà au courant pendant la grossesse, mais d'avoir une fille pour toi en tant que mec. C'est un truc particulier, non? Pour un mec. Je crois que j'étais con. Attends. C'était il y a longtemps. En fait, non, c'est pas ça. C'est que j'avais pas de préférence, mais pour le coup, j'avais vraiment zéro préférence. Okay. Si tu veux, pour moi, l'enjeu, c'était plus d'avoir quelqu'un qui me ressemble. J'ai jamais connu quelqu'un dans ma vie qui me ressemble. Tu vois, qui a un trait de son visage qui me ressemble. Des fois, les gens me disaient « Oh, tu ressembles à ta mère !» Soit, mais ça nous faisait marrer, quoi. Tu vois. Mais donc moi, l'enjeu était plus là, en fait. Et c'est plus tard que j'ai compris le rapport d'un père avec sa fille, et donc d'un homme avec une petite fille qui devient une jeune fille, qui devient une jeune femme, qui est en train de devenir une femme. C'est un peu plus tard que j'ai compris ce qui m'attendait. Ouais. Tu veux dire ? Toute la merveilleuse aventure qu'est de découvrir ce qu'une fille vit, quoi. Dans comment elle grandit, comment elle aborde sa relation au monde, sa relation aux gens, sa relation à l'amour, à la haine, à la colère, à la joie, tout ça, quoi. Ça m'a permis d'un un peu mieux comprendre les femmes, je crois. Après, je suis célibataire à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai pas tout compris, mais je pense que ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé. Qu'est-ce que ça t'a appris, tu penses, en tant que mec ? D'arrêter de croire que les filles, elles sont faibles. Tu pensais ça ? Enfin, c'est même pas une critique, hein, c'est que... Non, mais putain, je t'ai dit, je pense qu'on apprend aux petits garçons dès le plus jeune âge que les petites filles, elles sont moins fortes qu'elles d'une manière générale, quoi. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que la société, elle nous met dans ce mode-là. Elle nous met dans ce mode, toi, tu es fort et il faut protéger la fille. Et je me suis rendu compte que moi, les coups que j'ai pris quand j'étais petit, les coups au cœur, les coups au moral, hein, j'entends, ça m'a tout de suite fait dévier. Hein. J'ai tout de suite fait que des conneries, casier judiciaire, délinquance, tu vois, THC. Et l'abus d'alcool. Ne vous droguez pas, d'une manière générale. T'inquiète, on va en faire un vrai à la fin de l'interview. Je vais dire un vrai truc, t'inquiète. Et elle, j'ai vu que justement, avec d'autres coups au cœur, hein, d'autres coups au moral, elle était vachement plus forte que moi, quoi. Déjà, alors, bon, mon seul élément de comparaison, c'est moi-même. Hein. Mais ça m'a permis de comprendre que les filles sont fortes, qu'elles ont autant d'ambition, de rêve, de détermination, si ce n'est plus, que nous. Et qu'elles sont nos sœurs, nos mères, nos femmes, nos amies, sont beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça, et je trouve toujours ça assez dingue d'être témoin de privilégiés au premier rang de ça, quoi, tu vois. Vraiment. Puis j'ai du pot parce que c'est une sacrée personne, ma fille. Donc j'ai vraiment... Je pense que j'y suis un peu pour quelque chose, mais j'ai du pot quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que j'y suis pour quelque chose ? Non, que c'est une sacrée personne. Ah. Oui, que tu y es pour quelque chose si tu veux aussi. Hein. Non, mais que c'est une sacrée... c'est une chouette meuf, quoi. Elle fait quoi dans la vie ? Alors, elle a fait une année de fac de psycho, là. Ouais. Et puis finalement, elle m'a dit...
Les chiens font pas des chats, hein. Elle a toujours fait un peu de musique et tout, puis elle m'a dit bon, je vais assumer d'avoir ce rêve-là depuis que je suis tout petite, mais là je vais faire une année où je vais pas aller faire de fac, où je vais me mettre à fond dans la musique et je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Alors bon, elle est pas toute seule, elle a tous les outils à portée de main avec moi, qui est ma propre société de production, qui suis très très bien entouré à tous les niveaux. Mais par contre, je l'ai jamais poussé là-dedans, c'est-à-dire que ça vient vraiment d'elle. Mais alors ça, c'était pour répondre à ta question. Mais alors, pourquoi c'est une chouette personne ? C'est parce que j'aurais aimé l'avoir comme pote quand j'avais son âge. J'aurais bien aimé avoir une pote comme elle, tu vois, qui est pas forcément qui laisse pas couler, tu vois, qui est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, qui est là pour te donner des forces, et puis qui est là, qui t'abandonne pas, qui parle vrai, qui est aimante, tu vois, et qui a une très grande sensibilité aussi, et puis une capacité à apprendre à s'occuper d'elle-même que je lui envie pas, parce qu'à mon âge j'ai appris à m'occuper de moi, mais que j'aurais aimé avoir ça, cette force-là que j'ai pas eu à son âge. Et cette force-là a commencé à arriver quand elle est arrivée, tu vois. Voilà. Elle a déjà ce truc-là d'essayer d'améliorer sa vie, quoi. Et ça, c'est cool. Et c'est quoi pour toi les trucs que tu lui as apportés ? Tu disais tout à l'heure que t'espères y être pour quelque chose. Je pense, hein, a priori. Ouais. Je lui ai apporté, je pense, de l'amour en quantité inépuisable. Ça, c'est déjà le premier truc. Parce que c'est une chose d'aimer les gens, mais on le sait bien, hein, tous les parents aiment leurs enfants, a priori. Et après, est-ce qu'ils savent les aimer ? Ça, c'est autre chose. Moi, je crois que j'ai su l'aimer, avec les erreurs que j'ai faites en tant que papa, hein, on fait tous. Évidemment. Mais qui n'en fait pas ? Levez la main. Personne. Tout le monde a fui. Tout le monde est parti. Envoyez la recette. Je te jure. Mais je pense que je lui ai amené... justement, c'est intéressant parce qu'on vient de parler d'erreurs. Je pense que je lui ai amené la vision de ce que c'est qu'un homme, un peu. C'est-à-dire qu'un homme, ça se casse la gueule. Tu vois ? Et notamment dans tu disais ta dépression. Là, ouais. Un homme, ça se casse la gueule. Un homme, ça se trompe. Un homme... mais ça se relève. C'est ta capacité à te relever qui fait de toi quelqu'un de fort. C'est pas... C'est ta capacité à assumer que t'as été fragile, à te dire... Putain, c'est ouf parce que la première chanson que j'ai sortie là, qui s'appelle Hypersensible, le refrain c'est faudrait que je me pardonne à chaque fois que je déconne. Et c'est vraiment ça. C'est le début du chemin, quoi. C'est de se dire bon, putain, j'ai déconné, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, mec, aime-toi quand même, justement, même dans cette erreur-là. Et je pense que ça, je lui ai apporté. Ce truc de se dire que c'est pas grave. Et je lui ai apporté aussi la détermination de quelqu'un qui lâche jamais. J'ai eu franchement trois vies dans ma carrière. J'ai jamais rien lâché, mec. Tu vois, je me suis jamais dit que même dans les moments les pires, tu vois, il y avait toujours un petit truc au fond de moi qui me disait tu vas faire quelque chose, tu vas y arriver à un moment ou à un autre. Ça dépend, il faudra passer par la fenêtre, par le toit, par la cheminée, mais tu vas y arriver. Je pense que je lui ai apporté ces trucs-là. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, ouais. T'as un exemple particulier d'un moment où tu lui as montré ça à ta fille ? Sur le fait de pas lâcher, par exemple ? Alors, J'imagine que toi, à travers ton parcours, c'est déjà en soi un exemple en tant que tel. Ouais. Mais par rapport à elle, notamment ? Ouais, alors elle a fait du basket longtemps, elle en fait toujours, mais plus en loisir, mais elle a jusqu'à un certain niveau, quoi, tu vois. Bon niveau, non ? J'ai cru comprendre, on m'a dit. Ouais, elle s'est entraînée avec... là, elle s'entraînait encore l'année dernière avec les National 3 d'Aubervilliers. Elle a joué en région élite, elle a joué dans plusieurs clubs. En plus, c'est pas une grande en taille, donc elle a dû jouer 2 fois mieux. Et non, c'est quelqu'un au niveau basket, elle me bat maintenant, alors que je jouais pas mal quand même. T'as été basketteur ? J'ai pas été basketteur, mais j'ai joué pas mal. Okay. Ouais. J'ai joué pas mal. Ouais. Et dans ça, je lui ai appris à. Moi, je lui ai appris.
je l'ai aidé à comment dire, à faire exister son potentiel de détermination, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je continue. Dans le sport, beaucoup. Je suis très, très sportif. Vous alliez jouer ensemble, par exemple, c'est ça ? Ouais, on allait jouer ensemble, je l'entraînais, j'allais à tous ses matchs, je gueulais, je me suis fait sortir du terrain des fois. Tu fais partie de ces parents-là. Putain, moi j'étais arbitre, vraiment, les parents de mômes là, qui te hurlent dessus, t'as envie de leur dire. Et les arbitres qui... Montrez le bon exemple, bordel de merde. Et les arbitres qui trichent et qui sont payés par le club. J'ai jamais fait ça, alors je vous promets. Mais non, je me suis fait sortir une fois, mais là pour le coup, c'était vraiment pas justifié. Mais non, sinon, moi, j'ai toujours gardé ma place dans les gradins. J'ai même été assistant coach pendant 2 ans de son équipe. Non, j'étais très investi. J'étais très investi dans sa vie, de toute façon, comme je le suis toujours autant qu'elle me le permet maintenant, parce qu'elle a 19 ans. Donc, t'imagines bien que là, il y a tout un tas de portes qui se ferment. Mais ouais, je suis toujours là. Ouais. C'est quoi les portes qui se ferment à 19 ans ? Bah, c'est les portes du début de l'âge adulte, quoi. Viens pas me dire comment je dois vivre. Tu vois ? Sauf quand je te le demande. C'est ça, en fait, la plupart des portes qui se ferment, c'est ça. Moi aussi, il y a des portes qui sont fermées, quoi. Ton copain ne dort pas à la maison, cette porte est fermée. Je ne me réveillerai pas en caleçon en lui disant bonjour avec une mauvaise haleine, ça n'est pas possible. Donc cette porte-là est fermée. Pourquoi cette... Bon, tu sais, il y a des parents qui préfèrent au contraire se dire ok, en fait ton copain il vient dormir à la maison, comme ça au moins t'as un environnement sécurisé. Bon non, mais son copain c'est pas un fumeur de crack. Hein. Ah non, il a non, une famille, il a une maison, elle va dormir chez lui, tu vois. Ok, je comprends. Ça c'est une limite. C'est sorti comme ça. Hein. Ah non, mais ça me va. C'était pas ce que je voulais dire en fait. C'était plutôt. Ça me fait rire parce que y a ma grande amie Edia dans la pièce et qui est ton attaché de presse aussi donc. Ouais, non, c'est pas mon attaché de presse, c'est bien plus que mon attaché de presse. Bien plus que mon attaché de presse, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de trucs en ce moment pour que ça marche enfin dans ce putain de fucking projet. Mm-hmm. Mais ouais, et puis elle me fait marrer. Quand je la fais marrer, elle me fait marrer, donc c'est chiant. Mais non, c'est juste que je suis un alpha mâle quand même, quoi. Ah. Que j'ai été éduqué comme ça et que voilà, il y a qu'un seul alpha mâle dans cette maison et c'est moi, et que tant que j'aurai pas un appartement de 250 mètres carrés, il y a pas moyen, quoi. Après, l'hypersensibilité, ça a ses limites quand même, 2 secondes. Ouais, non, mais en fait, tu sais que quand je pars, je leur laisse mon appart. Okay. Et il dort à la maison. Ah oui, c'est juste. Et il n'y a pas de souci. Mais quand je suis là, non, quoi, c'est pas possible, en fait, quoi. C'est pas assez grand, tu vois. Ah, dans ce sens-là. Ouais, c'est pas assez grand. Et puis je suis un mec de 1979, quoi. Ça veut dire quoi ça ? Bah, ça veut dire que non, quoi. C'est pas possible, en fait. Ma fille, elle dort pas avec son mec quand je suis là. C'est pas possible, quoi. Je sais pas. Moi, je suis un mec de 77. Ouais. Et toi, pas de souci. Et en fait, alors tu sais, sur Mademoiselle, j'ai lu tellement de pères, alors je pense pas que ce soit ton cas, mais de pères qui avaient du mal avec le fait que leur fille grandisse et qu'elle puisse commencer à avoir une vie sexuelle, etc. Ah. Tu sais, il y avait des darons qui enlevaient, à l'adolescence, qui ont enlevé les portes des filles de leur chambre, enfin des trucs de ouf, quoi, vraiment. Je dis pas que c'est ton cas. Hein. Wow. C'est que, en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être ce mec. Et j'ai fait un truc à la naissance de ma première fille, qui a 13 ans aujourd'hui, ça y est, c'est parti, quoi. C'est que je me suis dit, ok, en fait, je l'ai sexualisé. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, en fait, un jour, tu suceras des bites, tu vois. Ah ouais, toi, t'es carrément... Je l'ai projeté comme ça en tant dans que... ta tête. Ouais, oui, non, je lui ai pas dit à elle en tant que... je vais pas répéter. T'es carré quand même. Ah, écoute, ma fille. Un jour... Toute sa vie, à chaque anniversaire, je lui dis, écoute, ma fille... non, Alors déjà en plus, à l'époque j'étais un peu hétérocentré parce qu'aujourd'hui peut-être en fait qu'elle a envie de lécher des chattes et c'est très bien, tu vois, et ça irait très bien. Mais tu sais, je comprends à la fois ce truc-là et... Alors je vais te dire exactement, parce qu'il faut pas qu'on se trompe. Dis-moi, il faut qu'on se dise les vraies choses là. Non, il faut pas qu'on se trompe d'émotion. Ah. Moi je t'ai parlé d'alpha mâle. Je t'ai pas parlé d'un déni de la sexualité de ma fille. Ok. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je cherchais à ouais, non, de ouf. Comme ça, je vais t'expliquer comment je vois le truc. Parce que c'est vrai qu'il faut être précis dans ce genre de moment-là, parce que ça pourrait être perçu comme ouais, je suis un mec de 79, moi, ma fille, elle nique pas. Tu sais quoi, je sais très bien qu'elle a une vie sexuelle, et je sais même depuis quand, tu vois. Et elle est venue
t'en parler. Ouais, elle est venue m'en parler. On a toujours eu des discussions pré et post vie sexuelle, tu vois. Donc, je dis post vie sexuelle, tu comprends ce que je veux dire par là. Et elle comprend que c'est pas possible pour moi, en étant éventuellement à quelques mètres de sa chambre. Quel est des rapports sexuels à côté de toi? Quand moi je suis là, c'est déjà. Mais je pense que pour elle-même c'est pas possible non plus. Okay. Tu vois, ou alors vraiment sans bruit quoi. Mais non, je crois pas ça. Et puis le truc c'est plus. Un truc de distance et un truc aussi de respect. Respecte l'endroit où l'on vit ensemble et cette énergie qu'il y a dans cet endroit-là, et fais-en ton endroit à toi toute seule quand je n'y suis pas. Ok. Mais quand j'y suis, je comprends. C'est notre endroit. Mais c'est une limite que je comprends tu tout vois, à fait. C'est plus ça. Par contre, c'est absolument pas un déni de sa sexualité. Okay. Et, je suis vraiment pas ce genre de mec. Écoute, pour le coup. Je pense qu'en 40 et quelques épisodes, c'est la première fois qu'on parle entre darons de la sexualité d'une des filles. Ben, je pense, écoute, ça ne me vient pas. C'est-à-dire que soit c'était des enfants trop petits, soit des darons trop vieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'était le premier jeune papa à venir et d'avoir une fille donc, qui a... En fait, c'est ouf, hein, parce que ta fille, elle a deux fois... Elle est deux fois moins vieille que toi. Ouais, j'ai 2 fois son âge. C'est-à-dire que t'es encore... Enfin, jeune adulte. On parlait de New York avant d'ouvrir les micros. On était à New York l'été dernier tous les deux. Puis à un moment, on discutait. Et je lui dis, tu sais qu'on a du pot quand même. Elle me dit pourquoi? Je lui dis parce qu'on s'aime bien. Tu vois? On s'aime et tout, ok. Je dis, mais on s'aime bien. On aime bien chill tous les deux. On aime bien aller au cinoche tous les deux. Ouais. On aime bien regarder des séries. On aime bien se balader tous les deux dans New York. On aime bien discuter ensemble. C'est rare, quoi. Ouais. C'est très rare. Je suis conscient de la chance que j'ai à ce niveau-là, quoi. Vraiment. Parce que si je transpose, moi, quand ma fille elle aura 20 ans, j'aurai 50 piges. Et ben c'est pas la même dynamique. Hein. Ça dépend de toi, je pense. Ça dépend de toi et de comment. Mais vu ce que tu viens de me dire, je pense que non, moi je crois pas que tu seras. Mais c'est quand même pas la même dynamique. T'as pas la même énergie. Enfin, tu vois. Ouais. Écoute, j'espère qu'à 50 ans, je serai toujours dans une énergie sportive comme je suis maintenant et je serai toujours très dynamique. En tout cas, c'est comme ça que je me projette à 50 ans, quoi. Vraiment, je te jure. Et quand tu auras 50 ans, ta fille, elle aura 30 piges. Ouais. Et je pense qu'elle aura peut-être déjà un gosse ou 2. Ah, tu veux devenir grand-père? Non, pas moi. Je pense qu'elle veut des enfants, mais elle veut des enfants. Elle veut une situation et des enfants après. C'est bien que la vie, c'est pas toujours comme ça. Mais j'en sais quelque chose. Mais après, elle verra bien. Elle verra bien. Je lui souhaite surtout d'être avec la bonne personne pour tout ça. C'est ce que je lui souhaite. Ces mômes, on les réglera s'ils causent des problèmes. Mais je lui souhaite surtout d'être avec le bon père. C'est très important, ça. C'est un truc dans lequel tu te projettes, toi, aujourd'hui, où tu te dis, ok, ma fille, elle a 20 ans, la prochaine étape, c'est de devenir grand-père? Non, je me projette absolument pas. Non, je te jure. Là, je suis tellement content de vivre le moment. En ce moment, je suis content de ce qui m'arrive. Je suis content de la période de vie dans laquelle je suis là. Donc, j'arrive pas à me projeter dans 10 ans. J'arrive à projeter des trucs, tu sais, en termes d'ambition, de réussite et tout. J'essaie de pas me projeter dans la vie de ma fille parce que c'est important que c'est à elle de se projeter, c'est à elle de faire son chemin et c'est à moi d'essayer de marcher à côté d'elle en lui disant, tu sais, je suis là, mais j'essaie de pas me projeter à sa place. Je pense que c'est super important, ça. J'allais t'en parler justement parce que si j'ai bien compris, alors je sais pas si vous allez travailler ensemble, mais en tout cas, oui. il fait une petite moue qui dit oui. Oui, c'est sûr ça. Je sais pas si donc vous allez travailler ensemble. À quel point, comment tu vas faire pour réussir justement à trouver ta place à côté d'elle pour qu'elle finisse pas par... Alors, je sais pas à quel point elle finit par vouloir faire de la musique parce que son daron il fait de la musique. Je pense qu'il y a un truc qui est limite, comme tu dis, elle a baigné dedans depuis qu'elle est toute petite, donc c'est même pas forcément toi qui l'as poussée, c'est la vie en fait qui finit sans doute par l'amener là. T'as l'air d'avoir un rapport plutôt sain, tu veux pas faire... Sa maman est chanteuse, toute la famille du côté de sa mère, sa tante c'est Julie Ferrier, une comédienne assez connue.
Oui, on est tous dans la zik. Ça baigne dans le milieu artistique. Tout le monde, quoi. De ce côté de sa mère, tout le monde est dans la musique. Ses tontons, c'est tous des icos, accomplis en plus, tu vois, vraiment aguerris, des réals, machin. Et pour répondre à la question, comment ça va se matérialiser de travailler ensemble ? Bah, je vais juste pas considérer que c'est ma fille quand je travaille avec elle. Je vais juste considérer que c'est une artiste avec qui je bosse. Et faire comme je fais, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même là où elle aura besoin de moi. Et je pense que ça se passera très bien comme ça. Parce que je crois que s'il y a un truc que je sais même, j'ai un petit savoir-faire maintenant, tu vois, une petite expérience qui est là, et cette hypersensibilité que j'utilise, tu vois, à 200%. Ouais, voilà. À plein pot. Ouais, je te jure. Et donc du coup, non, mais comme tu sais, des fois, je discute avec elle et je me dis, mais qu'est-ce que tu lui dirais si c'était juste ta pote ? Tu vois, parce que des fois, quand t'es père, t'entends pas ce qu'on te dit. Elle va te dire un truc et t'entends pas ça. T'entends quoi, par exemple ? Je sais pas, elle va te dire là, ça va pas avec mon mec, et l'autre fois, je lui ai fait ça, et puis je me suis excusé après. Et puis, j'ai eu envie de lui dire un truc qui n'était que mon avis sur sa relation. Tu vois, pour pas aller plus loin dans le truc. Parce que je pense qu'elle va écouter ça. Alors, je t'embrasse, ma petite chérinette. Coucou. Mais elle m'a regardé du genre je t'ai pas demandé ton avis en fait, j'avais juste un truc j'avais juste besoin de parler, quoi. Et je me suis dit, putain, t'es con, c'est ce que tu détestes quand tu parles à un de tes amis, quoi, et que tu lui dis j'ai mal, et que ton pote limite mais non, t'as pas mal. Mais si, ta gueule, en fait, j'ai mal, et laisse-moi te dire que j'ai mal, c'est pas grave, ça va aller. Et des fois, t'as tendance à avoir envie de résoudre les problèmes de ton gosse, surtout à cet âge-là. Ouais, mais les âges, je pense que si c'est un truc que t'as envie de faire, c'est comme ça. Hein. Plutôt, c'est moins grave. Oui, tu veux dire dans ce sens-là. Plutôt, c'est un peu moins grave. C'est un peu moins grave dans le sens où tu peux être un petit peu plus envahissant. À des moments, quand ton môme, tu sens que ça fait 10 fois qu'elle se tape la tête dans le mur, tu vas peut-être lui dire, tu sais quoi, recule, regarde, il y a la porte à gauche, il y a moyen, tu vois. Mais là, maintenant, là, je suis obligé de la laisser se taper dans le mur. Tu vois ? Et ça doit venir d'elle. Et ça va beaucoup plus vite comme ça, finalement. Parce que c'est ses décisions, à elle. Et puis tu sais, tu te souviens peut-être, mais comment on était vers 20 piges. Parce que quelqu'un venait te dire un truc, mais tu faisais l'inverse. Surtout quelqu'un de ta famille, il venait te dire fais ça, je vais faire l'inverse, et tu vas pas me faire chier. Donc là, en fait, je lui dis rien. Et puis quand elle me demande, je dis, est-ce que tu crois pas que peut-être, éventuellement, si tu faisais peut-être ça, est-ce que tu crois pas que, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Tu vois, je suis genre, je marche sur des œufs, frère. Mais ça marche mieux comme ça. Et puis, en fait, je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que si je suis capable de te dire que c'est une chouette personne, c'est que je suis capable de lui faire confiance. Tu vois ? Et dans qui elle est, dans où elle va. Ce qui n'est pas tout le temps facile, hein. Tu vois, mais après, ça, c'est mon problème. C'est pas le sien. Tu l'as pris comment quand elle est venue te dire en fait je vais faire une année sabbatique et je mets en pause mes études pour me lancer dans la zik ? Tu t'es dit oh bordel, elle est en train de la même voie compliquée du daron, puis de toute la famille si j'ai bien compris d'ailleurs. Alors de mon côté non, mais de mon côté il y a que moi qui est comme ça. Mais le côté de sa mère, ouais. Mais non, je me suis pas dit ça. J'ai pris une grande respiration et je me suis dit tourne ta langue 1000 fois dans ta bouche parce que ce moment-là il est important. Elle vient de te dire un truc là. Ça n'a pas dû être facile pour elle d'ailleurs de venir te dire ça, non ? Tu sais quoi, elle me parle. Ouais. Elle choisit les moments, elle me parle pas toujours sur le moment. J'imagine que ça lui passe pas par la tête. Elle me dit tiens papa, qu'est-ce que t'en penses, tu vois ? Mais elle me parle. Quand c'est réfléchi un peu, elle vient me voir, elle se pose devant moi. Quoi qu'il ce soit un galère ou machin, j'ai vraiment de la chance encore pour ça, je te jure. Et non, et je me suis dit. Qu'est-ce que tu lui dirais si t'étais son poteau, quoi ? Parce que la musique, c'est dur. La meuf est au courant, tu vois. Je lui ai juste dit, si tu fais ça et que t'as besoin de moi, je suis là, mort. Je veux juste te dire un truc. Il va falloir que tu t'y mettes corps et âme si tu veux vraiment savoir ce que tu peux en faire. Tu peux pas faire ça en dilettante.
Donc, c'est un bon choix de tout arrêter à côté, éventuellement de bosser à côté pour faire un peu de sous et puis avoir une life, mais il faut que tu t'y colles pour de vrai. Si tu veux faire ça, je suis là. Maintenant, si c'est juste une lubie et que tu veux faire Instagram, tu vois, star d'Instagram, star de YouTube, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider. Voilà. Mais ce sera aussi ton choix. Mais je vais pas pouvoir beaucoup t'aider. Je connais des gens qui peuvent éventuellement. Mais ça, je pourrais pas. Par contre, si tu veux vraiment faire de la zik, parce qu'elle joue du piano depuis longtemps, elle chante. J'allais te dire, elle a sans doute un background. Ouais, un background. Maintenant, en fait, il faut qu'elle se forme un peu, mais c'est elle qui va faire son chemin, tu vois. Enfin, moi, personne m'a dit va rapper avec tes potes qui beatbox dans le métro, arrête d'aller à l'école, écris des lyrics en cours. Personne m'a dit ça, quoi, tu vois. C'était trop fort. J'étais là, quoi. Fallait que je le fasse. Tu peux pas faire autre chose, quoi. Ouais. Et donc, il faut que ce soit. Je pense que dès qu'elle va vraiment goûter le truc, intelligente et sensible comme elle est, je pense que ça va être son meilleur exutoire et qu'elle va se chercher là-dedans jusqu'à peut-être se trouver, ou en tout cas trouver une voie qui lui correspond, mais en tout cas, ça va passer par là. En tout cas, ouais. Mais le moment T, ça a été ma réaction, quoi. Juste de lui dire, tu sais quoi, je suis là, mais fais pas la mytho, quoi. Vas-y franchement, parce que tu sais à qui tu parles. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Je pense que, en fait, merci. L'idée de. Je pense que c'est un très bon conseil, d'une manière générale, de venir dire aux parents tourne 1000 fois la langue dans ta bouche, comme tu as fait, en te disant putain, en fait, ce moment-là, la réaction que je vais avoir à ce moment-là, elle est déterminante pour plein de choses dans la suite. Pour elle, ouais. Ouais. Et c'est un truc que je pense on n'a pas forcément tout le temps le. Bah non, tu peux pas. Bah non, parce qu'il y a l'amour qui vient se foutre là-dedans et des fois l'amour abusif, tu sais, pas abusif mais incontrôlable, la peur qui vient aussi se mettre dans ta réflexion et tout, et d'où prendre une grande respiration. Moi maintenant j'ai appris à faire ça. J'ai appris que la plupart des émotions, quand elles t'arrivent, elles sont incomplètes et qu'il faut prendre une grande respiration avant que la totalité de l'émotion soit là. Souvent c'est incomplet, quoi. C'est le truc le plus fort qui est là en premier. Et moi, j'ai toujours réagi sur ce truc-là. Tu vois. C'est-à-dire, j'ai toujours réagi sur la colère immédiate. Quoi ou sur la tristesse, ou sur la grande joie. Et puis, donc, c'est les montagnes russes, quoi. Mais bref, petit aparté, mais en tout cas... T'as consulté un psy? Ouais, ah, oui. Ouais. Non, on sent que t'as fait sur toi-même. Ouais, beaucoup. Il fallait, putain, j'étais malheureux, mec. Ouais. Mais ouais, j'ai fait là 3 ans de thérapie. J'ai arrêté il y a 6 mois. Eh ben bravo. Ouais. Ça a l'air d'avoir porté bien ses fruits, quoi. Bah, j'étais très volontaire. Et mais je pense que la thérapie, quand on a la santé, hein, j'entends. Et même quand on n'a pas forcément l'usage de tous ses membres, hein. Ça veut pas dire qu'on n'a pas la santé. Mais quand on est en capacité de bouger son corps et de faire du sport, je pense que la thérapie, plus une vraie pratique du sport, c'est un game changer, comme on dit, quoi. Mais pour de vrai. Parce que je n'ai pris aucun cachet, mec. Aucun palliatif à ma souffrance, si ce n'est le THC, que j'ai arrêté. Mais je pense que, ouais, c'est cette phrase à la con, mais le corps et l'esprit, quoi. Très important. Très, très important. Meilleur antidépresseur, pour moi, à la boxe. Vraiment. Cogner dans des trucs. Pas cogner dans des trucs, justement. C'est ça. C'est souvent l'impression qu'on s'en fait. Non. C'est être face à soi-même. La boxe, t'es face à toi-même. Même s'il y a quelqu'un d'autre en face de toi, c'est toi, en fait. C'est toi. Quand t'es en train de prendre des coups, alors est-ce que tu vas essayer de te tenir droit? Est-ce que tu vas essayer de continuer à être lucide? Tu sais, c'est la capacité à rester positif quand tout va mal. C'est facile d'être positif quand ça va. Quand t'as de la thune, une meuf, que ça marche bien dans ta vie, mais putain, il est super positif, ce mec. Bah, c'est normal en même temps. Sa vie, c'est Disney. C'est Mickey. Par contre, quand il t'arrive une galère,
Là, rester positif, ça montre à quel point tu es quelqu'un qui est positif. Ben, la boxe, pour moi, c'est ça qui... Je peux faire un parallèle, si tu veux, avec toutes les choses de la vie avec la boxe. Je peux, mais alors vraiment à tout moment, quoi. Et puis, voilà, c'est vraiment un truc... alors, la boxe ou le sport, le dépassement de soi en général, mais c'est quelque chose, tu vas dans la salle, et puis quand tu sors de la salle, ce que tu as fait dans la salle, le moment où tu t'es dépassé, tu le fous dans ta poche et tu sors avec. Et tu l'emmènes dans ta vie avec toi. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Essentiel. Je l'avais touché du doigt il y a quelques années. Malheureusement, je m'aimais peut-être pas assez, tu vois, pour continuer à me faire du bien. Et puis là, avec la thérapie, ça m'a aidé. Mais tout le monde ne peut pas faire une thérapie en plus, quoi, parce que ça coûte du blé en vrai. J'avais la chance à ce moment-là de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que les deux ensemble m'ont vachement aidé. Ouais. Comment tu as la sensation que... Alors, moi, j'ai tout un truc sur les filles et le sport. Je sais pas si tu sais, mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui disait qu'en fait, les petites filles et les petits garçons jusqu'à 11 ans pratiquaient le sport de la même façon. Et en fait, à 11-12 ans, il y a un écart qui se creuse. Les petits garçons continuent à faire du sport et les filles arrêtent. Ou en tout cas, en font beaucoup moins. Et je me demandais, en fait, toi, tu me racontais que ta fille avait donc une petite carrière en basket, etc. Comment tu as la sensation que le basket lui a forgé le caractère dont tu parlais tout à l'heure, justement ? T'as fait du basket, toi aussi ? Ouais, j'ai fait du basket. Alors moi... en équipe et tout ? Moi, en club ? Ouais, en club, mais alors j'étais pas un foudre de guerre, j'étais un peu une flippette. Je me débrouillais sur un terrain dehors, mais dès qu'il fallait jouer en club, et j'étais toujours dans des équipes, j'étais toujours surclassé dans des équipes où je cirais le banc, parce que les mecs étaient très forts, et puis j'avais un petit gabarit. J'ai toujours été assez complexé par mon gabarit, d'où de la boxe, ça réglait beaucoup de problèmes pour moi. Et tu veux dire, parce que t'es pas... Oui, tu veux dire, tu t'es musclé depuis, basket, c'est ça ? tu vois, t'es face à des espèces de monstroplantes, toi. Monstroplantes. C'est une rêve de vieux, de Jace et le Conquérant, pour ceux qui savent pas. Je te remercie de petits souligner jeunes, cette référence. Je vous le dis, si vous savez pas, c'est un vieux dessin animé des années 90. C'était tellement incroyable. Ouais, t'étais devant des espèces de monstres, quoi. Donc, toi, t'es là, tu te prends un coup de coude, tu te casses en deux. Ouais, et puis voilà. Donc, mais alors, tu trouves toujours aujourd'hui ce truc avec les garçons et les filles ? La différence dans le sport ? Parce que j'ai l'impression que là, on est dans une époque où ça change. C'est une étude qui est sortie il y a quelques semaines, là. Ouais, ok, d'accord. Pour vraiment foutre le doigt là-dessus, en fait. Et c'est un vrai truc, quoi. Bon, voilà. C'est encore peut-être ce truc de ce Big Brother, hein. C'est peut-être encore ça qui nous conditionne dans une espèce de truc où garçon fait du foot et puis fille fait de la danse. Moi, je l'explique aussi par le PS au collège. Tu commences à faire du sport au collège et c'est des grands moments d'humiliation pour les meufs. En tout cas, moi, j'ai testé un petit peu auprès des membres de l'équipe de Mademoiselle, là, et la plupart d'entre elles ont très, très mal vécu les séances de PS au collège, où c'est en général des trucs mixtes, où les meufs sont un peu rabaissées, souvent par les profs d'ailleurs, qui les humilient un peu, etc. Je sais pas si c'est encore toujours le cas aujourd'hui, mais... J'imagine que pour une meuf qui est un peu en surpoids, une meuf qui est pas sportive, une meuf qui a un petit peu du mal, qui est pas très coordonnée et tout, c'est pas évident parce qu'on te note. Moi, je trouve que là, il y a un grand truc à revoir. Je suis assez d'accord avec cette étude, mais je pense que c'est avant même le PS. Je pense qu'en fait, il faudrait intégrer à l'école primaire du développement personnel. Oui. Mais vraiment, dès limite la dernière année de maternelle, et du sport couplé au développement personnel. Donc dans ce projet de développement personnel, je pense que c'est très très important. Je pense que ça donnerait 10 ou 15 ans plus tard pas du tout les mêmes êtres humains, qu'on serait peut-être dans une société un peu moins destructrice, un peu plus productive, un peu plus qui construit un peu plus, quoi. Je le pense vraiment. Peut-être mon côté troubadour utopiste, hein, mais je le pense vraiment, je te jure. Et du coup... Pour revenir à ta fille, tu penses que le basket l'a structuré ? Mais on a toujours fait du sport, donc tu vois. Enfin, ça fait partie de sa personnalité. Ouais, elle déjà, c'est une mauvaise perdante, il n'y a pas moyen, tu vois, elle ne veut pas perdre. Mais qu'est-ce qui fait que...
C'est ça aussi, c'est que peut-être c'est le fait de faire du sport depuis tout petit que t'aimes pas perdre, tu vois. Ouais, aussi. Et puis sa maman est très sportive aussi. Ouais. Alors tu vois, dans ses gènes déjà, il y a ça, et puis elle, moi je l'ai mis au basket, Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire comme sport, c'est vrai que je l'avais emmené, je crois, voir 1 ou 2 matchs de basket, mais elle m'a dit, ouais, je vais essayer ça, et puis elle a essayé, et puis ça lui a plu direct, et puis le goût d'essayer d'être doué, d'être valorisé parce que tu fais des efforts, et parce que tu commences à faire du score, et puis parce que tu commences à avoir un peu de résultats, d'un seul coup, et puis cette espèce d'apprentissage, de vie d'équipe, tout ça. Puis on a eu de la chance aussi, c'est que à ses plus jeunes années de basket, elle a été coachée par une femme qui est je pense que c'est la numéro 2 de la fédération maintenant, qui est une ancienne joueuse pro, qui est ses 2 filles, elle a une de ses filles qui est déjà pro, et qui est une des meilleures françaises. Et son autre fille qui est en train de suivre son chemin, donc c'est famille de basket, tu sais, famille de basketteurs, quoi. Et ouais, je pense qu'elle a eu la chance d'être entourée par des vrais anciens sportifs pros, et donc elle a tout de suite eu ce truc, ce vrai rapport au sport, tu vois, pas ce truc de frustré, tu sais, un peu destructeur, un peu castrateur, un peu, tu sais, on tape sur les doigts. Non, il y a pas eu ça, quoi. Il y a pas eu ça. Elle, ça a été tout de suite. Mais c'est marrant, elle a ce truc-là. Elle veut gagner, en fait. Tu vois, elle veut gagner. Vraiment. Oh, c'est cool, en tout cas. C'est des bonnes armes, je pense. Ouais, dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Bonnes armes, hein. J'allais te dire. Ne pas se désespérer dès que t'as une embûche, c'est des bonnes armes, ouais. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée au sujet de ta parentalité que t'aurais bien aimé que je te pose? Je crois pas. Okay. On a vu plein de trucs. Non, on a parlé de plein de choses. Ouais. Écoute, si t'es satisfait, toi? Ah ouais, de ouf. C'était trop bien. Moi aussi, je trouve ça super cool. Ah bah trop bien. Merci beaucoup. Ça me permet de me rendre compte de certains trucs. Mais merci à toi, vraiment. En tout cas, merci. Il faut que ça continue, là, Histoire de Daron. C'est très très chouette. Très très chouette. Et si ça te branche, on va t'envoyer des darons. Avec grand plaisir. On va t'envoyer des darons avec des profils super intéressants. Si vous voulez écouter la musique de Thomas, je vous mets tous les liens dans les notes, comme ça les gens pourront aller voir ton clip, écouter ton album sur Spotify, etc. Et on tiendra au courant sur la page d'Histoire de Daron quand ton album sort en fin d'année, comme tu disais. Ouais, bien sûr. Tu seras dûment invité à mon concert de sortie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Thomas, c'était cool. Yes, à bientôt. Merci Fabrice. Salut. Ciao. C'est terminé pour cet épisode, un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode, vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com, histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.